Bonjour Anaïs Friola. Bonjour. Bienvenue pour ce nouveau podcast. Donc, tout d'abord, quel est ton métier? Alors, je suis designer de service au sein de la région Sud, région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je suis designer de service au sein du laboratoire d'innovation publique de la région. D'accord. Et pourquoi as-tu choisi de travailler dans ce domaine, en fait? Alors, à la base, moi, je viens plutôt du design produit. J'ai été formée au design Mhm. industriel à Paris, à l'ENSI. Et après plusieurs expériences dans le domaine du design produit, design de mobilier urbain, j'ai eu l'opportunité de devenir indépendante. Et là, en région PACA, j'ai trouvé plutôt des projets liés au design de service, à la question de la médiation créative, et à la question du service public, et j'ai commencé à évoluer en tant qu'indépendante dans ce domaine, et quelques années après, j'ai la région qui m'a proposé un poste, en interne pour intégrer donc la région, au sein du labo. D'accord. Et si on revient un petit peu sur ton parcours par rapport à l'ANSSI, est-ce que tu as pu avoir des cours, en fait, sur le design de politique publique ou en tout cas les prémices? Alors à l'époque, à l'ENSI, on n'avait pas eu de cours vraiment spécifiquement sur ce domaine-là. Le 1er diplôme qui était sur les designs des politiques publiques et s'est passé 1 an après que moi je sois déjà sortie. D'accord. En revanche, on avait eu plusieurs fois eu l'opportunité de mener des projets liés au design de services, tout court, donc plutôt pour du privé. J'avais fait un premier projet avec EDF, par exemple, et en revanche, une fois que j'ai été sortie de l'ENSI, j'ai eu l'occasion d'encadrer un groupe, d'étudiants qui réfléchissaient à de nouveaux services pour la RATP, et ça a été ma première expérience, design des politiques publiques, design des services publics. D'accord. Selon toi, quelles sont les qualités essentielles d'un designer dans ce domaine? Alors, on va dire que la première qualité, c'est d'avoir de l'humilité. C'est toujours un peu délicat de dire ça, mais parce que, quand on arrive dans ce genre d'institution, c'est des fonctionnements qui sont là depuis longtemps. Des fois des choses qui sont beaucoup liées à la contrainte parce on a des contraintes de service public, et c'est bien normal, et donc du coup, il faut pas arriver avec ses grands principes, sa volonté de révolutionner le monde. Il faut pouvoir s'insérer dans cette culture, la comprendre, faire l'effort de montrer sa curiosité pour ce domaine-là. Voilà, donc ça, c'est la première qualité. La deuxième qualité, c'est avoir beaucoup d'enthousiasme parce que justement la contrainte est assez, elle peut de temps en temps couper les ailes. Donc il faut vraiment beaucoup y croire et beaucoup avoir d'enthousiasme pour faire ça, et puis enfin la question de, voilà, de la curiosité, parce que c'est vrai que c'est un nouveau domaine qu'on découvre, entièrement quand on commence à s'y intéresser. Il y a pas encore beaucoup de designers dans ce domaine-là. Donc il faut avoir la curiosité tout aussi bien de s'intéresser au projet que de s'intéresser aux gens qui font l'action publique, de manière générale, aux usagers qui la vivent, pour, pouvoir vraiment, proposer des solutions pertinentes et intelligentes et qui donnent envie à ceux qui font le service public de les mettre en œuvre. D'accord. Et j'ai une petite question parce que comme je suis moi-même designer produit à la base, du coup, ça t'a pas fait bizarre, en fait, ce passage d'un designer d'un design produit vraiment centré sur l'objet à un design, en fait, centré davantage sur l'humain, puis carrément sur, sorte de dispositif un peu plus grand des institutions? Alors pour moi, le transfert, il s'est fait assez progressivement, puisque Mmh. donc j'ai d'abord fait du design vraiment produit, vraiment industriel. Après, j'ai eu l'opportunité de faire beaucoup de design de services pour des startups, donc sur lequel il y avait quand même quelque part un produit à vendre, même si ce produit-là passait plus par une application ou un service. D'accord. Donc j'ai eu l'occasion, voilà, même de faire de temps en temps des interfaces qui étaient liées à un support, électronique. Donc du coup, finalement, c'était un peu le transfert vers le design de service, et puis après la le lien vers le design de service public, il est assez naturel. Donc non, moi, ça m'a pas fait bizarre tant que je garde une part de création et OK. d'opportunité de pouvoir m'exprimer, dans les supports qu'on crée, dans les outils qu'on met en place, dans même les process qu'on dessine. Il y a Mmh. toujours la possibilité de s'exprimer, donc c'est pas quelque chose qui me gêne. J'ai pas l'impression d'être moins créative en faisant ce OK. métier-là que quand j'étais designer produit. OK, parce que c'est vrai que comme il y a une sorte de bascule entre un design un peu plus, dire vraiment centré sur, c'est le designer qui conçoit, on va dire, tout Mmh. seul ou de temps en temps avec les usagers et un design qui est vraiment, on va dire,
un designer facilitateur qui va être médiateur dans la conception. Donc, c'est vrai que moi, au début, ça m'a vraiment fait bizarre, en fait, de changer de posture, d'être dans un autre rôle, en fait. De concevoir plus une méthode que, forcément, Alors l'objet en lui-même à certains alors moments, en fait. c'est là que des fois, on n'est pas tous toujours dans les mêmes expériences et même moi dans mon Mmh. quotidien, des fois, c'est un peu les 2. Il y a des situations dans lesquelles je conçois juste un temps d'atelier et puis, je fais en sorte de mettre les autres dans des postures de créativité et par contre, je considère que la plupart du temps, mon travail, c'est de mettre les autres dans cette posture de créativité et ensuite de créer des synthèses, d'en faire des synthèses, pertinentes avec des Mmh. propositions, dedans. Parce qu'en réalité, quand on est dans un temps d'atelier et de participation, voilà, où chacun participe avec sa propre casquette, il y a rarement une idée phare qui émerge de manière complètement naturelle. C'est souvent plein d'idées qui font gagner du temps au designer, mais qui l'empêchent pas de faire cet acte de création a posteriori pour synthétiser, les meilleures propositions qui ont été faites pendant l'atelier Mmh. et pouvoir vraiment faire œuvre de création, à ce moment-là, en s'appuyant vraiment sur les idées des gens. Donc, pour moi, il y a cet aspect-là. On ne s'arrête pas à l'aspect, facilitation de Mmh. l'atelier. On est bien dans cette capacité à créer quelque chose de nouveau en prenant appui sur ce qui se sera passé pendant l'atelier. D'accord, oui, c'est vraiment intéressant comme point de vue. C'est vrai que la plupart des personnes, quand on leur demande la valeur un peu de design de service, ils vont le résumer à représenter des choses et faire des choses tangibles, en fait. Mmh. Tandis que là, tu englobes un peu plus l'ensemble, ce qui est intéressant. Disons cette question de la facilitation, pour moi, c'est essentiellement quelque chose qui fait gagner du temps au designer parce que ça lui permet de réunir beaucoup d'énergie et beaucoup de connaissances dans un temps assez court. Mais c'est aussi préparer, l'utilisation du service par la suite parce que souvent, ceux qu'on fait participer à Mmh. ces ateliers-là, c'est ceux qui vont être en charge de mettre en œuvre le service ou même de le défendre auprès de l'institution, de faire en sorte qu'une délibération soit votée pour que le projet puisse prendre place, que des budgets soient mis en place pour mettre en place ce nouveau service et donc c'est vraiment important de les faire participer parce que sinon le projet risque de jamais exister. Effectivement. Et du coup, en fait, selon toi, quelle est un peu vraiment la spécificité du design par rapport à des méthodes plus agiles, vu on en parle beaucoup? Il y a d'autres formes, on va dire de mode projet qui peut exister. Alors, c'est vrai que sur le mode projet, il y a plein de choses qui ressemblent. On peut faire le parallèle, entre la manière dont le designer développe son propre projet et les autres, systèmes qui existent. Selon moi, c'est quand même un petit peu moins normé dans le design que ça peut l'être dans l'ingénierie, par exemple, Mmh. Mmh. même si on peut appliquer, l'un à l'autre évidemment. Là, dans la spécificité de l'approche, design sur le projet, c'est vraiment cette capacité à ouvrir plein de pistes de recherche, mais aussi avoir des outils pour à un moment donné faire converger les idées et faire en sorte que des choses, se décident et ça, c'est la première spécificité. Puis la deuxième, c'est la capacité à mettre les gens d'accord autour du projet, Mmh. heu notamment, grâce au système de représentation et ça, c'est quelque chose qui peut tout à fait aider dans les processus agiles, justement pour gagner du temps, dans les boucles, d'agilité, en fait, dans les boucles Mmh. d'itération. Si on intègre des designers dans ces modes de fonctionnement, ça permet justement de gagner du temps par cette capacité à représenter la pensée collective. OK. Et du coup, quand j'avais fait le précédent podcast avec Thomas Watkin, il me parlait aussi de la temporalité, en fait. Que par rapport aux urbanistes et aux architectes qui ont des temporalités assez longues sur certains projets, le designer arrive aussi à avoir une temporalité assez courte, en fait, et arriver à produire sur des temps courts. Donc Mmh. pour lui, c'est aussi ça une forme de singularité, c'est la temps, en fait, du projet. La capacité d'accélération? C'est Oui. ça. Sur un projet qu'on a pu, mener, par exemple, il était question de créer un outil pour permettre à des cadres en reconversion, en recherche de nouveaux emplois, de pouvoir, en fait, avoir une sorte d'autodiagnostic et le commanditaire de ce projet fonçait tête baissée dans son idée d'autodiagnostic et on a fait sur un temps très court, ça a duré 2 mois et demi en tout, plusieurs ateliers, certains avec les cadres, d'autres avec, les agents qui étaient en charge d'accompagner les cadres et en fait, finalement, ça a complètement reconfiguré le dispositif, vers plutôt l'idée d'un outil qui est à la fois pour les agents et à la fois pour, les usagers, donc les cadres
sur l'idée d'un portrait à 360° de l'usager, Mmh. avec plus d'opportunités qui se décidaient et tout ça s'est fait sur un temps extrêmement court. C'est vrai que ça aurait D'accord. peut-être été, très long de le concevoir avec d'autres méthodes, surtout dans l'idée de faire émerger une idée vraiment différente, de celle qui était celle du commanditaire. Si on avait dû prendre une méthode plus classique, peut-être qu'on aurait d'abord développé toute une version Mmh. de ce portrait cette idée d'autodiagnostic pour se rendre compte que finalement ça marchait pas et on serait reparti à zéro pour cette idée de portrait à 360°. Là, en 2 mois et demi, on avait pu, et éliminer la première piste qui semblait pas pertinente et développer la deuxième en très peu de temps. D'accord, oui, c'est vraiment intéressant et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé un peu des institutions sans trop, Mmh. rentrer dans le détail par rapport aux laboratoires, d'innovation. Donc du coup, comment s'est constitué ce laboratoire d'innovation et qu'est-ce que tu fais, en fait, dans ce laboratoire d'innovation? Même si on a eu quelques Mmh. prémices avant. Alors le laboratoire d'innovation de la région PACA se situe au sein d'un service, qui s'appelle le service Smart Région, qui s'intéresse à tous les aspects de l'innovation, notamment, les aspects, liés au numérique, mais pas que puisque, il y a la question de Mmh. l'innovation publique qui est hébergée dans ce service. Donc, le laboratoire d'innovation publique de la région, PACA est né il y a 4 ans environ, après une première période d'incubation par, le dispositif de la transfo, proposé par la 27e région et donc après 2 ans d'expérimentation de qu'est-ce que peut être un laboratoire au sein d'une région, l'exécutif de l'époque a décidé d'institutionnaliser le laboratoire. Donc du coup, on est un service quelque part au service des autres services. C'est-à-dire qu'on travaille à la demande des autres, qui viennent nous voir avec une problématique liée à un dispositif qui marche pas bien, à une politique à reconcevoir, une volonté de se projeter sur l'avenir, une volonté de mettre en place, l'intelligence artificielle par exemple, mais pour qu'elle réponde vraiment à des besoins, pas pour la Mmh. mettre en place pour le Oui. plaisir de la mettre en place. Et donc du coup, on prend en compte cette, commande, on conçoit une offre, de service qu'on propose, aux commanditaires et puis après on déroule notre méthodo en essayant au maximum d'impliquer les agents qui font partie du service commanditaire pour qu'ils vivent l'expérience, avec nous. Donc si par exemple on va sur le terrain, on leur propose de venir sur le terrain avec nous, pour pas que qu'on fasse les choses dans une bulle et qu'eux mêmes n'arrivent pas à s'approprier, D'accord. la méthode. L'idée, c'est vraiment que ça fasse aussi, l'objet d'un apprentissage croisé avec, D'accord. les autres services et donc voilà, on a un Mmh. service à destination des autres services. Ah, c'est vrai que c'est intéressant cet apprentissage croisé et même, tu vois, la culturation mutuelle entre le design et l'administration, en fait, qu'ils essayent un peu de Oui. s'apprivoiser, mais en même temps, l'un est plus agile, l'autre est un peu plus rigide Mmh. et l'un a apporté à l'autre et inversement. Et du coup, en fait, quelles sont les méthodes que tu vas utiliser le plus souvent, on va dire, au sein de ton institution? Alors on essaye toujours de repasser par une période de terrain. C'est pas toujours D'accord. possible parce que, des fois le temps est trop court, donc des fois on peut pas se rendre, concrètement sur le terrain. Dans Mmh. ce cas-là, on essaye de faire au moins une consultation des usagers à travers D'accord. un temps d'atelier ou un temps de rencontre, un temps d'interview. Donc ça, c'est vraiment une étape essentielle. On a souvent une étape de reformulation de la commande. Donc là, par exemple, sur l'exemple Mmh. que j'ai donné tout à Oui. l'heure, passer de l'autodiagnostic à l'idée d'un portrait à 360°. Donc on a souvent cette étape-là qui est pas toujours sans heurts parce que quand on a une commande, claire d'un commanditaire et qu'il voit qu'on revient avec une autre, des fois il comprend pas, trop pourquoi et ensuite on a une phase de conception qu'on fait, la plupart du temps en co-conception, donc en essayant d'associer, les usagers et les agents qui sont censés mettre en place ce service, pour essayer de faire quelque chose le plus foisonnant possible Mmh. et on va rarement au-delà ensuite d'une proposition, Mmh. parce qu'on considère que le labo a plutôt un rôle de travail expérimental et que donc du coup, une fois que la proposition est faite, c'est au service commanditaire de la développer. C'est pas D'accord. le labo ne se substitue pas, à la chefferie de projet, qui peut exister, pareil. En fait, c'est comme une sorte d'accélérateur un Voilà, peu, sur la phase, de d'accord. recherche, on va dire, de OK. recherche de solutions, de conception de solutions
et après quand il s'agit de mettre en œuvre ces solutions, là, on se met plutôt en mode accompagnement et D'accord. on donne le relais au service commanditaire. C'est intéressant parce que du coup, vous êtes quand même, impliqués du coup sur, cet accompagnement un Mmh, peu et cette mise en œuvre. oui. Ça vous arrive d'avoir des ajustements à faire ou de refaire parfois des ateliers pour les accompagner quand ils sont bloqués? Ça peut Oui, arriver par ouais, complètement. Là, ça d'accord, fait 2 ans qu'on accompagne la chef de projet, sur le e-pass, qui est donc un pass culture pour les jeunes de la région. d'accord. Et pendant 1 an, on a fait un accompagnement très serré, quand elle était à la phase de développement de son projet. Mmh. Donc on a fait beaucoup de choses avec elle et là, depuis 1 an, on a un accompagnement beaucoup plus au cas par cas. Elle a de temps en temps de nouveaux ateliers à concevoir. Elle a vraiment pris goût à D'accord. cette idée d'aller sur le terrain, de rencontrer les usagers. Donc du coup, elle a souvent des temps où elle doit Mmh. aller comme ça au contact des usagers. Dans ce cas-là, on l'aide, on lui donne un petit coup de main pour la méthodo, des fois pour l'animation quand elle a vraiment beaucoup de monde. Là, prochainement, elle en a un avec une centaine de personnes. Bon, elle a demandé un petit coup de main parce qu'elle se Ah oui, sentait c'est pas étonnant. elle se sentait pas encore C'est personne. d'animer un atelier avec 100 personnes, mais en tout cas, voilà, elle y a vraiment pris goût et nous, on assure ce suivi, Mmh. pour être sûr que les méthodes qu'on défende, les méthodos qu'on défende, soient puissent être appliquées parce que sinon si ça s'arrête dès qu'on Mmh. s'en va, ça n'a pas d'intérêt. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant parce que vous avez d'une certaine façon, des ambassadeurs un peu en interne qui vont vraiment appliquer vos méthodes, vous aider pour des Mmh. projets et C'est vrai que c'est le bon terme parce qu'il y a jamais autant de projets qui mmh. sont venus, par cette personne-là, que par cette OK. chef de projet qui nous a fait énormément de publicité et qui est celle qui Mmh. nous envoie principalement le plus grand nombre de projets. Ouais, super. Et du coup, j'imagine que tu as potentiellement, en fait, rencontré des difficultés, en fait, dans ton travail, notamment dans ce domaine. Je voulais savoir comment tu avais pu les surmonter ou s'il y en avait quelques-unes que tu voulais, nous partager? Bon, la première difficulté, c'est évident, c'est le découragement. Mmh. On est face à des fois des systèmes de fonctionnement qui sont, tellement absurdes et tellement difficiles, tellement contraints qu'on finit par s'épuiser Mmh. à essayer de chercher des solutions, sans arrêt revenir en arrière sur des choses qui ont été décidées, puis qui sont remises en question et cetera et ça, c'est vrai que Ouais. ça c'est épuisant. Ça c'est le 1er point, on vient avec l'idée qu'on va quand même réussir à transformer l'action publique et en fait, on se rend assez rapidement compte que Mmh. ça va être difficile. C'est Ça ça. va être long. Donc ça, c'est le 1er point. Le deuxième point, je pense, c'est le côté incompréhension de mon travail. Mmh. Mais je pense que ça s'est assez vite, Mmh. assez vite résolu. Je rencontre toujours des nouvelles personnes qui me connaissent pas et qui peuvent douter de ce que je peux apporter, ce que je peux leur Mmh. apporter. Mais c'est quelque chose qui se résout assez bien, les agents D'accord. publics, sont eux-mêmes ouverts, à découvrir de nouvelles choses donc quand on leur apporte des solutions, ils ont pas de Mmh. soucis et en général, ils hésitent pas. Donc c'est super parce que c'est vrai que, bah, quand j'étais, à la région Occitanie, on nous voyait un petit peu comme, les gens avec des post-it. Voilà. Et surtout à chaque fois quand quelqu'un passait, on était souvent en train de faire un icebreaker, donc une sorte d'activité ludique et c'est toujours perçu un peu bizarrement pour les gens extérieurs. J'ai l'impression qu'il faut vraiment vivre la démarche pour, réussir à comprendre ce que c'est Mmh. parfois. C'est vrai que la démarche de transformation, elle se fait beaucoup Mmh. par la perception, personnelle des gens qu'on accompagne, en fait Mmh. et c'est vrai que ceux qui le vivent de loin, qui le regardent, quand c'est la hiérarchie, par exemple, qui a pas le temps de participer, c'est plus difficile pour eux de comprendre, ce qui s'y passe vraiment. Après, je pense que là où il faut montrer qu'on a du savoir-faire en tant que designer, D'accord. c'est aussi dans tous les livrables qu'on rend, faire D'accord. des livrables bien conçus, bien pensés, qui servent vraiment, heu, donner des outils qui facilitent la vie, aux gens, ça c'est vraiment important et j'ai eu un des tout premiers projets que j'ai mené, Mmh mh. c'était pour des agents qui répondent au téléphone aux employeurs, d'apprentis D'accord. et la règle qui avait été faite au niveau de l'État, pour dire pourquoi les personnes avaient le droit ou non à cette aide, était tellement absurde et tellement incompréhensible, fait en jargon administratif, que personne ne comprenait rien et du coup les agents étaient Mmh. incapables de répondre aux employeurs d'apprentis au téléphone et on a fait ensemble un outil très simple avec un système d'arbre de réponse qui, leur permet de savoir assez rapidement, si, l'employeur qu'ils ont au téléphone a droit ou non à l'aide
Et donc du coup, ça, quelque part, ça m'a un peu, ouvert les portes de Oui. pas mal de choses après à la région. Parce que quand Ouais. ils ont vu que ça produisait vraiment des solutions qui permettent de gagner du temps, c'est une solution qui derrière ils ont pu présenter à l'Association des régions de France. Ils Ah ont oui. pu montrer qu'en plus, c'était eux au niveau de la région, sud, qui avaient conçu ce nouveau système et cetera. Donc du coup, voilà, là, il y a eu un retour assez immédiat sur, disons qu'à partir de cette période-là, on m'a plus trop demandé Ah ce que d'accord. je faisais là. Donc ça a été vraiment un projet qui m'a permis de faire mes preuves et qui a permis d'arrêter les rumeurs ou les manières de penser sur ce que je faisais là et que je Mmh. faisais peut-être que de la déco. Voilà, ça s'est arrêté à ce OK. moment-là. Ah bah, c'est super, ça me fait plaisir d'entendre ça, c'est rassurant. Heu, enfin oui, comment en fait tu as réussi à allier en fait tes obligations en fait avec ton agence? Les obligations aussi de fonctionnaire et également celles de professeur en fait? Donc, je sais que tu cumules plusieurs casquettes. Oui, alors, donc, j'ai eu, mon activité d'indépendant à un moment donné et c'est cette activité-là qui m'a permis d'être embauchée Mmh. à la région puisque j'ai fait partie de cette équipe, de la transfo de la 27e région dont on OK. a parlé tout à l'heure. Et donc du coup, à l'époque, je travaillais pour la région PACA, mais par l'entremise de la 27e région. Mmh. Et donc depuis que je suis, intégrée au sein de la région, j'ai mis en stand-by, l'activité de mon agence puisque beaucoup des projets que j'avais, auparavant avaient en partie un financement, de la région. C'est un peu comme ça que je me suis fait connaître. Oui. Donc du coup, c'était plus possible de continuer. Donc au cas par cas, je continue à faire de temps en temps un ou 2 projets, mais ça reste assez anecdotique. Et après, oui, j'ai plusieurs enseignements, dans différentes, universités. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de complètement complémentaire. C'est quelque chose de très inspirant d'aller au contact des jeunes qui sont en train de se former. Ça me permet de maintenir une certaine fraîcheur dans ma propre, créativité parce que je vois des jeunes qui sont pas encore, soumis aux contraintes du monde professionnel et qui, du coup, ont beaucoup d'inspiration, beaucoup de créativité, beaucoup de liberté dans ce qu'ils proposent et c'est quelque chose que je trouve, vraiment très enrichissant, pour moi. Donc quelle que soit l'école, il y a 3 écoles avec qui je collabore et dans les 3, je retrouve des spécificités et en même temps des traits communs qui, je trouve, sont vraiment très inspirantes pour ma démarche après, dans Mmh. mon emploi principal. OK. Ouais, c'est vrai que c'est un point, important, j'ai l'impression. Mmh. C'est aussi des pages de Mmh. respiration qui me permettent d'être un peu loin du boulot et et de penser à autre chose. Donc voilà, c'est des démarches que je trouve vraiment très intéressantes. Mmh. Effectivement. Et bah, du coup, pour, conclure ce podcast, je vais te poser 3 dernières questions à peu près. Donc, quel regard portes-tu sur ta profession? Comment penses-tu, qu'elle va évoluer? Alors moi je trouve ça plutôt optimiste, la manière dont le design a pu se réinventer dans ces 10 dernières années. Mmh. Parce qu'effectivement, on avait une image du design qui, quelque part, participait à la société de consommation sans plus se poser de questions, Effectivement. alors que les fondations de ce métier étaient plutôt des fondations humanistes, des fondements humanistes, qui visaient à améliorer la vie en général et avec le design des politiques publiques, le design de services et voire même le design des organisations, je trouve que, voilà, on revient au contact, de l'usager, on revient aux valeurs, fondamentales, du design et ça, je trouve ça plutôt, rassurant. Comment est-ce qu'elle va évoluer? Eh ben, ma crainte, c'est qu'il y ait un peu 2 mouvements très opposés. D'un Mmh. côté, un qui va se mettre au service des startups et qui va être, dans l'opérationnalité pure et puis quelque part Mmh. un peu cette société, de consommation Oui. quoi, ça c'est une autre forme, hein, avec les Plutôt dans l'économie sociale et solidaire ou, vraiment, en dehors encore? non voilà, vraiment plutôt sur le côté, entreprise, privée, D'accord. OK. entreprise de l'économie de marché Mmh. et de l'autre côté, les designers effectivement, plutôt, sociaux, designers, des politiques publiques qui mettent vraiment leur profession au service de l'intérêt, général. Mmh. Et voilà, peut-être qu'un jour il y aura scission, Oui. entre les 2. J'espère pas, mais Mmh. voilà, j'ai l'impression qu'il y a 2 mouvements un peu contradictoires qui sont engagés. Oui. Ouais, c'est vrai que j'ai également cette impression, même au niveau du positionnement de certaines entreprises, on voit que Mmh. c'est soit on travaille pour le public, soit on travaille pour Mmh. le privé, on va dire, il y a un domaine un peu Mmh. majoritaire.
Et en parallèle de ça, il y a aussi des entreprises ou des consultants qui font des ateliers de co-création. Donc, je trouve que parfois ça brouille un peu le message par Ouais. rapport à notre profession. Mmh. Et je pense qu'on doit encore, on va dire, affirmer un petit peu ce qu'est le design d'une Mmh. certaine façon, ou notre plus-value. Ouais. J'ai l'impression que je suis à chaque fois un peu Mmh. phagocytée ou absorbée par Là où d'autres il faut faire disciplines, en attention, fait. c'est que cette, ce qu'on appelle plutôt le design thinking, là où Mmh. les consultants arrivent facilement à transposer les méthodes, du designer, c'est sur cette, capacité à animer des temps courts, Mmh. des temps sur lesquels on va beaucoup mobiliser d'énergie et à faire de la conception sur un groupe de 10, de 20, de 50. Mmh. Mais le travail du designer, il est en partie là, mais pas que là. Il est surtout dans Oui. toute la partie d'inspiration qui va pouvoir mener à cet atelier. Toutes les recherches, la veille, la prospective, les recherches même d'inspiration, formelle, esthétique et cetera. Et de l'autre côté, ben, qu'est-ce qu'on fait de cette, énergie qui a produit des idées dans l'atelier? Si on n'en fait rien derrière, les gens viendront une fois, 2 fois, mais ils viendront pas 3 Mmh. fois. Donc si on fait rien de leurs idées, si on n'arrive pas à les concrétiser, c'est des mouvements qui vont s'épuiser, d'eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on produit beaucoup de diagnostics. En fait, Mmh. j'ai l'impression qu'on est conscient des choses, Mmh. mais qu'il y a le passage à l'action est souvent plus difficile. Mmh. Et je me pose aussi une question à titre personnel, c'est la notion de rétribution. Parce qu'on va dire, on embarque souvent, en fait, dans ces démarches beaucoup de personnes, et comment on fait en sorte de les rétribuer, pas d'un point de vue Mmh. financier, mais vraiment d'un point de vue, bah, vous avez participé, comment je peux essayer de soit transmettre mes connaissances ou qu'il y ait un apport mutuel, en fait, Mmh. pour pas être juste dans une forme, on va dire, d'exploitation qui peut Oui. arriver dans certains cas, je trouve. Ce qu'on essaye de faire, nous, de notre côté, c'est de voir plutôt ce temps-là, pas comme un temps d'exploitation des gens, mais plutôt Mmh. comme un temps aussi de quelque part de formation-action. En fait, on Mmh. essaye de les rendre autonomes sur ces processus-là, sur ces outils qu'on peut mettre en place dans ces temps-là. Donc ça, c'est la première manière de rétribuer, c'est que, Mmh. voilà, on le voit pas comme un temps d'exploitation, mais comme un D'accord. temps de nous, d'acculturation à leur domaine et eux d'acculturation aux nôtres, aux manières de faire, à leur donner des outils. Donc ça se concrétise souvent en, transmettant les outils, vierges qui ont été faits pour Mmh. l'atelier, en leur transmettant par exemple, a posteriori pour qu'ils puissent eux-mêmes, les réutiliser. D'accord. Et ça passe par, citer leurs idées, quand elles ont été produites dans la restitution et ça passe par les tenir au courant de l'avancée du projet, par la suite. Alors c'est plein de choses qui sont pas forcément toujours faciles à faire. Des fois, on est pris Mmh. dans le tourbillon de du projet, du temps qui se réduit, il faut rendre, il faut vite, donner les livrables, mais c'est des choses qu'on essaye de faire, assez systématiquement. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, surtout de point de vue, en fait, en gros, tu les valorises, en fait, dans cette Mmh. démarche-là, en fait, ils sont partie prenante jusqu'au bout. Et ça, je pense que c'est vraiment la force, on va dire, du design au sein Mmh. d'une administration. Voilà, nous, on l'a jamais vu comme un temps d'exploitation de leur, de enfin de leur personne ou de leur temps ou de leurs Mmh. idées. On l'a vraiment vu comme un temps où on échange, entre 2 métiers ou 2 Mmh. process de manière de faire qui se connaissent pas et qui ont besoin d'échanger des Mmh. informations. Donc, voilà, on essaye vraiment de faire en sorte que ce soit gagnant-gagnant. C'est vrai qu'en fait, je dirais plus ça par rapport aux hackathons, en fait, où il y a des formats, en fait, qui ressemblent à des ateliers de co-création, dont Mmh. parfois des designers peuvent Mmh. participer également, et qui sont des formats un peu sous la forme de concours, où à la Mmh. fin, on va dire, on ne sait pas ce qui se passe avec les idées, mais ce qui est Mmh. produit. Et c'est des formats, en fait, qui, pour moi, parfois, peuvent poser C'est problème, c'est des effectivement. for oui, puis c'est des formats qui, mine de rien, commencent à être un peu décriés. C'est-à-dire que Mmh. c'est le hackathon a un peu fait commence à avoir un peu fait son temps ou les startup Mmh. week-ends qui sont aussi un autre exemple Effectivement. de ce genre de Mmh. choses. Bon, à titre personnel, moi, j'en ai jamais fait. La seule fois où j'ai fait quelque chose, c'était plutôt dans une phase où pareil, il fallait donner des outils à des jeunes qui préparaient un hackathon, justement. Donc D'accord. là, l'idée, c'était de leur transmettre des outils pour qu'ils se posent les bonnes questions pendant le hackathon. Donc OK. voilà, après, je sais pas ce qu'ils ont fait de mes outils, ni quelles idées ils ont produit, avec. Mais oui, effectivement, c'est des questions qui sont en cours et dans tous les métiers, on a des collègues qui travaillent sur la question de l'open data Mmh. et en ce moment, ils remettent très fortement en question ce mode de faire les hackathons, les Ouais, challenges, les concours et cetera. Pas forcément très pertinent. effectivement. Heu, du coup, ma deuxième question de conclusion, c'est, comment pourrait-on, pérenniser et évaluer la démarche de design de service? C'est vraiment une question très ouverte.
Alors ça revient à un peu ce que tu disais tout à l'heure sur, la question de principalement ces démarches, on les comprend quand on les vit. Mmh. Donc du coup, bah, c'est difficile de les évaluer quand on Mmh mh. sur l'aspect sur le potentiel de transformation qu'elles ont sur les gens, Mmh. parce que seuls ceux qui les ont vécues peuvent les peuvent le dire, peuvent en témoigner. Effectivement. Heu, j enfin, j'ai une de mes collègues au sein du labo qui vient de la démarche d'évaluation, Mmh mh. et elle, donc du coup, je vais transmettre plutôt sa pensée parce que c'est autant lui lui rétribuer cette idée-là. Elle, nous transmet souvent le message que les indicateurs d'évaluation, il faut les penser avant le projet, en fait. Il faut les penser pas une fois qu'on a fini en disant: «Bah, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre en place pour évaluer, ce projet-là?» Il faut les penser par rapport à l'intention qu'on a sur ce projet-là. Qu'est-ce qu'il Mmh. doit résoudre comme problème? À qui il s'adresse? Et cetera. Donc, du coup, c'est quelque part, la démarche d'évaluation, elle est quand même assez proche de la démarche de design pour ça. D'accord. Heu et chaque projet finalement devrait presque avoir ses indicateurs, propres, Tout à c'est fait. sa démarche d'évaluation propre, mais à penser, en même temps qu'on fait le projet comme un élément qui fait partie du projet Mmh. et les pérenniser, ça dépend de tellement de d'autres choses que les uns que la démarche d'évaluation. Oui. Voilà, les pérenniser, c'est déjà, faire, masse, c'est-à-dire montrer qu'il y a plein d'endroits où ça se développe, Oui. et pour être sûr que quelque part ça devienne illégitime de les supprimer. Heu, Mmh. Oui. donc ça c'est le premier point et Mmh. après il faut être force de persuasion au moment d'un changement de mandature, par exemple. Il Mmh. faut savoir se faire comprendre, donc se mettre à la place de son propre usager, en l'occurrence un président ou un directeur de cabinet pour, voilà, se dire: «Lui, il n'a pas eu l'occasion de nous rencontrer, il comprend pas, donc quel message je vais produire pour qu'il puisse comprendre?» et qu'il puisse se dire que ça va lui servir, lui être utile dans la politique qu'il compte mener. Et enfin, quels conseils donnerais-tu aux personnes qui souhaitent débuter ou améliorer leur pratique? Voilà. Alors, donc ça dépend de quoi on parle. Si on parle de design en général, évidemment, je leur Oui. conseille de se former. C'est la Oui. la première chose Oui. et se former, si possible, dans des écoles de design et Mmh. pas avec des consultants, qui qui se prétendent, savoir faire du design quand ils sont pas eux-mêmes designers. Donc se former au contact des designers, Mmh mh. ça c'est le premier point. Mmh. Si on parle de la question plus spécifiquement de l'animation de démarches comme celle d'un laboratoire, Mmh. je pense que ça prend beaucoup sur le terrain. C'est vraiment pas des choses que D'accord. j'ai appris à l'école et je me rappelle que mon apprenti l'année dernière, il était très surpris, de pourquoi est-ce que des fois, les groupes, que j'animais marchaient bien et les groupes qu'il animait marchaient pas. Mmh. Je lui ai dit que malheureusement, c'était juste l'expérience là qui Oui. qui jouait et qu'il allait s'en rendre compte petit à petit, qu'il allait voir ce qui effectivement quand est-ce qu'il faut couper la parole parce que ça dérive, quand est-ce qu'il faut aussi la laisser parce qu'il est en train de se passer quelque chose d'intéressant Mmh. et effectivement, petit à petit, il s'est rendu compte qu'il avait on va dire ce geste professionnel Oui. de réussir à se rendre compte, heu, d'avoir cette qualité d'animation, cette Mmh. capacité d'animation et c'est malheureusement, c'est vraiment pas quelque chose qui s'apprend, à l'école ou dans un livre. C'est quelque chose qu'il faut faire un peu tous les jours pour Mmh. y arriver et voilà. Au début, on peut pas dire que j'étais particulièrement douée pour ça, mais ça, c'est venu, petit à petit de réussir à créer ces dynamiques. Oui, j'ai l'impression que ça repose beaucoup sur, l'intuition aussi, en Ah fait. complètement, ouais. Être hyper attentif, c'est Et là, ça, l'intuition, c'est quelque part une qualité qu'on attend du designer aussi, oui. c'est pas incohérent Mmh. avec le Effectivement. métier. Donc oui, c'est vrai, tu as raison, c'est beaucoup autour de l'intuition. Voilà. Je sais pas si tu as une dernière chose à rajouter avant de qu'on clôture ce Et ben, pour ceux qui se posent des questions sur le design des politiques publiques et qui aimeraient éventuellement faire leur métier, je trouve que c'est un domaine absolument passionnant dans lequel il y a, heu, quelque part presque tout à faire, dans lequel, on a vraiment l'impression d'apporter de l'aide, contrairement à des fois dans le design produit où on est un parmi tant d'autres. Donc dans le design de services, et donc notamment dans le design des services publics, il y a vraiment du travail et on est vraiment utile. Donc moi, j'engage, tous ceux qui ont envie de se rendre utile auprès des autres à s'engager dans cette voie-là.
Ouais, c'est Voilà. parfait. Je pense que tu les as tous motivés. J'espère. Oui. Bah, merci beaucoup Anaïs, en tout cas, Merci c'était à un toi plaisir. Erika. Merci beaucoup.